Si on parlait un peu volume, quels sont les volumes qu'on fait au Kenya? Et si tu peux comparer avec des pays comme, je sais pas moi, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ouais, je vais te parler au Kenya. On est à peu près autour d'une vingtaine de millions d'euros par an de vin importé de France. Si on compare à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 64 millions. Voilà. Attends, 64 millions. Ouais. En fait, ça part vite en dizaines de millions. 64 millions sur 5 ans ou bien? Sur un an. Ouais, bien sûr. Les Ivoiriens, vous abusez. Les vins de Bordeaux en Côte d'Ivoire et le champagne, c'est énorme, tu vois. Parce qu'à Abidjan, ils boivent du champagne par litre. C'est quoi le rapport des Kenyans avec le vin? C'est hyper intéressant comme question parce que c'est hyper développé. C'est un produit qui reste un peu curieux pour beaucoup. Ils s'y connaissent pas forcément, donc ils n'ont pas forcément une connaissance hyper développée comme peuvent l'avoir d'autres pays d'Afrique. Par exemple, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, les gens ont une meilleure connaissance du vin. Ici, c'est très flou. Ici, c'est très flou. Tu vois, la première semaine où je suis arrivé, j'ai vu les gens mettre le rouge dans des bacs à glaçons. J'étais en mode oulala, mais c'est quoi ça? Donc forcément, c'est un produit qui se développe dans le sens où les gens voient ça comme un produit raffiné, de raffinement un peu huppé. Donc en fait, ils vont plus être à même de se dire tiens. Mais c'est vrai que moi, de l'expérience que j'ai avec mes amis kenyans, c'est beaucoup plus les femmes qui consomment du vin, mais les hommes, pas beaucoup. Tout à fait. Les femmes sont très friandes de vin. Après le travail, elles se font un petit verre de vin. Donc c'est pour ça que tu vois, tu as des nouvelles tendances que tu retrouves moins dans d'autres pays d'Afrique de l'Est comme le rosé ou les vins aromatisés. Ça marche beaucoup. Nous, on a une marque qui s'appelle Nobilé avec des vins aromatisés au chocolat, nougat. Et ça marche extrêmement bien ici parce que les femmes, de manière générale, elles aiment beaucoup ce produit. C'est vrai. Il y a une question que j'ai depuis. Parce que en général, quand je souhaite offrir une bouteille de vin, je me dis qu'on n'est pas en vin, désolé. Non, mais pas de souci. Mais on me dit qu'il faut que le bouchon soit en liège et il faut qu'il y ait un trou au bas de la bouteille. Donc, c'est les deux éléments que je recherche à chaque fois. Bien sûr. Mais quand je me promène dans les rayons des magasins ici à Nairobi, c'est rare de trouver avec un bouchon en liège. Est-ce que c'est un vin de basse qualité ou Non, pas du tout. En fait, si tu veux, les vins qu'on va mettre dans des bouteilles qui sont ce qu'on appelle les screw caps ici, tu vois, donc les bouchons à vis, ça va être des vins qui sont faits plutôt pour être boire dans leur jeunesse, donc dans les 2-3 prochaines années. On va pas forcément rechercher des vins très complexes, très puissants, mais en fait, il n'y a pas d'impact sur la conservation et la qualité que d'avoir comme un bouchon à vis. Au contraire, ici, ils n'ont pas trop la culture du tire-bouchon. Ils savent pas forcément l'utiliser. Même les gens qui travaillent dans le vin, je les ai déjà vus, ils galèrent. Et c'est pas un instrument que tout le monde a comme en France. Tout le monde a, mais alors même dans un appartement étudiant, tout le monde a un tire-bouchon, c'est la base de la base, plus qu'une fourchette parfois. Et ici, pas du tout. Donc en fait, les gens vont plutôt chercher des vins qui peuvent ouvrir facilement, sans avoir à enlever, parce que c'est vrai que ça peut être complexe pour quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, c'est pas une critique, hein. Alors que là, tu vois, tu as juste à faire ça, et notamment pour les restaurateurs, pour les événements, tellement plus pratique. Hop, un petit coup comme ça pour dévisser que enlever l'aluminium. Mais c'est un rituel aussi, c'est ça. Je comprends, il y a ce côté rituel, mais en fait, il faut pas le voir comme ça, il faut plutôt le voir comme un produit qui se démocratise et qui vise quelque chose de moins rituel, de moins lourd que la bonne table dimanche avec le tire-bouchon. Voilà, c'est quelque chose. C'est aussi une nouvelle manière d'attirer les nouveaux consommateurs, et notamment tout à l'heure je te parlais de la Gen Z. Moi, je pense que c'est vraiment une génération, j'en fais partie, hein, mais qu'il faut vraiment attirer au plus possible dans notre gamme de produits. Aujourd'hui, la Gen Z en Europe, elle s'est vachement éloignée du vin. Pourquoi? Parce que c'était vu comme quelque chose de trop complexe, de vieillot. Les gens ne comprenaient pas, ils comprenaient. Alors que ça peut être attractif financièrement, tu vois, tous les vins ne sont pas très chers. Et en fait, moi, je pense que pour réattirer, tu vois, la génération des moins de 30 ans, qui va être la future génération de buveurs, il faut vraiment, tu vois, démocratiser justement des vins plus faciles à ouvrir. Tu peux être en pique-nique, hop. tu peux ne pas avoir forcément prévu d'être chez quelqu'un qui n'a pas de tire-bouchon, hop, pareil. Voilà, ça se fait vachement justement de plus en plus ici. Mais est-ce qu'au Kenya, ils ont le rituel de consommation un peu comme en France avec du bon fromage, la charcuterie? Non, du tout. Mais ça arrive de plus en plus. Ils prennent pas le vin avec l'ougali quand même. Non. Enfin, quoique si, ça se fait de plus en plus. Tu vois, ils font un peu des accords mets et vins. Ils boivent plus facilement en mangeant. Et globalement, les gens ici boivent un peu plus en mode fête. Ils vont recevoir des amis, ils vont boire sans forcément manger à côté. C'est vrai qu'en France, nous, il y a les huîtres, il y a la charcuterie, il y a le fromage évidemment. Ici, moins, un peu dans les restaurants un peu huppés. Ça se fait un peu, beaucoup d'expatriés ou on va dire de Kenyans qui aiment bien un peu, tu vois, être un peu épicuriens vont le faire. Mais globalement, c'est vraiment pas développé. Ok. Ouais. Mais là, vous faites quand même de bons volumes? Tout à fait, on est très contents.
On est vraiment sur une période de croissance continue sur le continent africain de manière générale et surtout sur l'Afrique de l'Est. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et que si aujourd'hui on investit en marketing, en développement commercial sur l'Afrique de l'Est, on est sûr que dans 10-15 ans, on aura pu fidéliser des clients qui sont beaucoup plus fidèles à une marque qu'en Europe. Est-ce que vous avez des concurrents? Oui, tout à fait. Ici, je veux dire, au Kenya? Oui. Bah, en fait, le vin, de toute façon, c'est un des produits les plus concurrentiels que tu puisses faire. C'est comme les spiritueux. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais que tu vas prendre un tel gin que tel gin? Qu'est-ce que tu vas faire que tu vas prendre ce rouge, Calvé, Cabernet Sauvignon que telle autre marque, Cabernet Sauvignon? Donc ça a toujours été un produit très concurrentiel, que ce soit au Kenya ou ailleurs, ça c'est sûr. C'est quoi le vin qui se vend le mieux localement parmi votre gamme de produits? Très intéressant, c'est hyper large. Nous, comme je te disais, les vins aromatisés, ça marche très bien ici, surtout par rapport à l'Europe. Globalement, les gens aiment beaucoup les vins sucrés, très très sucrés. Même les hommes? Même les hommes, du vin avec du sucre ajouté même. Donc oui, ça se fait beaucoup. Donc du coup, le taux d'alcool est plus bas, le prix va être plus attractif parce qu'il y a moins de taxes sur la bouteille. Donc déjà, ça a un point de vue prix parce que forcément, tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter des bouteilles à des milliers de shillings. Mais aussi parce que les gens aiment beaucoup le sucre globalement, le côté un peu sucré. Et est-ce qu'il y a, tu as goûté des vins kenyans? J'ai vu qu'il y a des vins... Oui, alors il n'y a que 2 marques ici, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y en a une principale. J'ai goûté une fois. C'était pas... Non. Mais c'est vraiment avec un vignoble du Kenya ou... Oui, c'est avec un vignoble du Kenya, tout à fait. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le sud du Kenya, dans le sud de la vallée du Rift. Mais dans une vallée qui est assez exposée quand même à de l'humidité, à de la pluie. Mais en fait, si tu veux, le terroir ici, le sol n'est pas fait pour accueillir des vignes. Donc c'est meilleur, en fait, le vin sud-africain est meilleur que... Oui, le vin sud-africain est meilleur et bien sûr le vin français. Ah oui, pour ça. Oui, parce que il est sans être chauvin, tu vois. Il y a un tout petit peu chauvin, mais il y a une grosse diversité de terroirs en France. Pareil en Italie par exemple, où si tu aimes le vin très puissant, très tannique, tu vas aller sur du bordelais, plus fruité, plus enrobé, tu vas aller sur du bourgogne. Si tu aimes bien le rosé, tu vas aller en Provence. T'aimes bien les bulles, tu vas aller en Champagne. Et en fait, tous les sols sont très différents. Tu vas avoir de l'argile, du calcaire, des sols très différents qui vont amener un profil différent au vin. Ici, le sol au Kenya, globalement, il est très sablonneux, très sec. Et du coup, ça ne peut pas apporter une aussi grosse diversité. Pareil en Afrique du Sud, tout le vin est centré autour de Cape Town, avec un terroir qui est propre à Cape Town, mais tu ne vas pas retrouver une énorme diversité comme tu peux retrouver en Europe et en France. Et là, c'est quoi tes objectifs à moyen terme? C'est vraiment de pouvoir développer nos marques sur le Kenya first, de retrouver nos vins sur les cartes des beaux établissements ici à Nairobi. Moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on soit dans tous les beaux établissements un peu huppés, un peu bobo. Voilà, c'est quand même un gage de qualité. Et aussi vraiment d'ouvrir la consommation de nos vins à toute génération, vraiment de démocratiser nos marques, que ce soit vraiment plus commercialement plus développé. Donc on travaille actuellement aussi en ce moment, c'est encore statut de projet, mais pour nous développer dans des supermarchés, faire des dégustations, être plus visible aussi, parce qu'aujourd'hui quand tu vas dans un rayon de vin au Kenya, contrairement en France, c'est un peu bordélique. C'est un peu, t'as de tout, t'as des pays mélangés, des cépages mélangés, des prix mélangés. Du coup, pour le consommateur final, c'est très dur de s'y retrouver. Il est très perdu. Donc nous, c'est vraiment de mettre en avant nos produits pour que le consommateur puisse plus facilement nous identifier. Mais là, est-ce que c'est un travail que toi tu fais ou le distributeur? Alors, c'est moi avec le distributeur. C'est un travail qui se fait main dans la main parce que ça peut pas se faire l'un sans l'autre. Donc moi, je fais des réunions avec eux stratégiques. On va vraiment trouver les meilleures manières de faire pour exposer nos produits le plus possible, mais ça ne peut pas se faire sans le distributeur. Si on parlait un peu volume, quels sont les volumes qu'on fait au Kenya et si tu peux comparer avec des pays comme, je sais pas moi, la Côte d'Ivoire, le Cameroun? Ouais, je vais te parler plus largement des volumes de bouteilles françaises, parce que ça inclut un peu tout le monde. Par exemple, au Kenya, on est à peu près autour d'une vingtaine de millions d'euros par an de vins importés de France. Si on compare à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 64 millions. Voilà. Attends, 64 millions? Ouais. En fait, ça part vite en dizaines de millions d'euros. 64 millions sur 5 ans ou bien? Sur un an. Ouais, bien sûr. Les Ivoiriens, vous abusez. Les vins de Bordeaux en Côte d'Ivoire et le champagne, c'est énorme, tu vois. LVMH, qui est un des plus gros acteurs du champagne au monde, qui est une des plus grosses entreprises françaises, a carrément recruté des gens, des Français là-bas à Abidjan, parce qu'à Abidjan, ils boivent du champagne par litre. À Nairobi, on n'en est pas encore ouais, c'est vrai qu'à Nairobi, on ne voit pas souvent les bassines de champagne dans les boîtes de nuit. Ça se fait beaucoup moins. Les gens boivent plus des spiritueux, des cocktails, parfois un peu de pétillant, tu vois, de pétillant classique, comme nous on fait, tu vois, par exemple du ice. Et champagne, ils n'ont pas trop la culture ici, pas du tout même. Est-ce que tu penses qu'il y a une influence britannique? Je pense. Alors pourtant, les Britanniques sont des gros buveurs de champagne. Mais c'est vrai que les pays francophones en Afrique adorent le champagne et adorent le vin français, alors que dans les pays avec une influence britannique,
comme il y a cette influence un peu Afrique du Sud, pas loin, une ouverture sur d'autres produits qui est plus large. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ventes de Prosecco au Kenya que de champagne. Alors que dans d'autres pays, ça paraît lunaire de dire qu'il y a plus de Prosecco que de champagne. Comment tu adaptes, je dis, la culture kenyane à ta stratégie? C'est d'abord aussi beaucoup d'éducation sur nos produits. Je pense que ça passe aussi par de la publicité, par de l'éducation au vin, à comment l'apprécier, aux accords mets et vins. Déjà, pour moi, l'accord mets et vins, c'est aussi une manière de mettre le vin dans quelque chose de très qualitatif. Tu vois, au Kenya, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'alcool et aux marques de vin et qui se veulent un peu épicuriens, qui se veulent un peu curieux. Et donc, c'est vraiment pouvoir attirer ces jeunes-là, que ce soit publicité sur les réseaux sociaux, c'est tout bête, mais voilà, avoir des stratégies sur TikTok, sur Instagram. Et ça marche très bien ici, ça TikTok. Marche très bien. TikTok, c'est énorme. Alors que tu vois, payer pour un billboard, ça coûte des dizaines de milliers de shillings. Alors que pour beaucoup moins cher, tu peux impacter beaucoup plus de gens sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment une des stratégies à mettre en place. Je me souviens quand je suis arrivée à Nairobi, j'ai un ami qui me dit non mais il faut que tu ouvres un compte TikTok. Je dis ah mais moi je suis vieille, TikTok là c'est pour les Gen Z et tout. Ah non, pas du tout. Il me dit non, ouvre TikTok et tu vas voir. Et finalement, honnêtement, TikTok me rapporte plus de clients que LinkedIn. C'est vrai? Yeah. Bah tu vois. mais en fait TikTok aujourd'hui c'est un peu le futur. Les gens, ils s'intéressent là-dessus quand ils ont, tu vois, moi, surtout ma génération, mais de toutes les générations, ça se démocratise. Quand ils se posent une question, tu vois, moi, la dernière fois, c'est tout bête, mais je voulais couper une mangue. En France, on mange jamais de mangue. On ne sait pas faire. Je ne savais pas comment couper ma mangue. Je suis allé, première chose, je suis pas allé chercher sur Google ou sur ChatGPT, j'ai regardé sur TikTok. Et j'ai eu un tuto sur comment couper ma mangue et je l'ai coupé parfaitement, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, quand les gens, ils ont des recherches, même politiques, sur le système, c'est sur TikTok. Ça remplace Google, en fait. Ça remplace Google. Aujourd'hui, le futur, c'est TikTok, vraiment.